Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super heureuse de vous revoir. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet un petit peu complexe. Sur ma story Instagram, j'avais fait un sondage en disant est-ce que vous voulez plutôt un tueur en série ou plutôt un meurtre non résolu. Les résultats étaient à peu près ex-aequo, du coup aujourd'hui on va faire un mix des deux. Un tueur en série non identifié encore, toujours peut-être dans la nature. Il s'agit du Long Island Serial Killer ou le Gilgo Beach Killer ou le Craigslist Reaper. Il y a beaucoup de noms. Nous, dans cette vidéo, on va sûrement l'abréger LISC pour Long Island Serial Killer. Le personnage en question aurait tué entre 10 et 16 personnes sur une période de 10 ans avant de camoufler les corps sur la rive sud de Long Island. Donc aujourd'hui, ça va être une histoire peut-être un peu complexe avec pas mal de noms et de rebondissements. Donc j'espère vous l'expliquer du mieux possible. En tout cas, installez-vous très confortablement, ça fait toujours super plaisir de vous revoir. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Morning, she's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors notre histoire commence en mai 2010 quand Shannan Gilbert, une femme de 24 ans qui travaillait comme escorte dans le New Jersey, est portée disparue depuis le 1er mai. En fait, elle aurait pris rendez-vous avec un homme, Joseph Brewer, via le site de Craigslist. En fait, Craigslist, c'est un site de petites annonces un peu comme Le Bon Coin, mais c'est également un énorme réseau de prostitution un petit peu dissimulé. C'est pour ça d'ailleurs que le tueur, l'un de ses nombreux surnoms, va être le tueur de Craigslist, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard. Donc Shannan, le soir de sa disparition, on sait qu'elle a appelé le 911 depuis le domicile de Brewer, donc l'homme avec qui elle avait rendez-vous, et également qu'elle a toqué aux portes des voisins en demandant de l'aide et qu'elle se serait même carrément enfuie en courant, mais globalement elle a disparu dans la nuit et on ne l'a plus jamais revue après. Alors les recherches pour trouver Shannan s'épuisent un petit peu avec le temps et au fil des mois il n'y a pas trop de nouvelles jusqu'en décembre 2010 où ça va vraiment être le turning point de toute cette affaire puisque un policier et son chien se baladent le long de Gilgo Beach et s'entraînent vraiment à faire des exercices de routine et c'est là que avec stupeur et avec horreur ils tombent sur un corps, un squelette de femme enveloppé dans un sac en toile de jute presque désintégré avec le temps carrément. Contrairement aux premières suppositions, ce n'est pas Shannan. Alors on va chercher autour de là où on a trouvé ce premier corps et en l'espace de 2 jours, on va carrément trouver 4 corps. Et là très clairement, 4 corps retrouvés quasiment au même endroit, c'est plus qu'une coïncidence et il se pourrait même qu'on soit face à un tueur en série. Alors très rapidement, on identifie les 4 corps comme étant des prostituées qui ont toutes disparu entre 2007 et 2010 et qui ont toutes également vendu leurs services sur le site de petites annonces de Craigslist. Et en fait, on pense que le tueur faisait un petit peu son marché puisque les victimes se ressemblaient plus ou moins, elles avaient à peu près le même standard de beauté, on va dire, et tout avait été étranglé puis emballé dans un sac en toile de jute avant d'être jeté le long de Long Island, mais de façon quasi formelle, on a pu tout de suite conclure qu'elles avaient été tuées ailleurs. Alors parmi ces 4 corps, j'ai retenu quelques informations sur 2 d'entre elles en particulier. Le premier, et c'était d'ailleurs en plus le premier corps qui a été découvert, il s'agit de Maureen Barnes qui a 25 ans et qui au moment des faits avait quitté l'industrie du sexe depuis au moins 7 mois mais qui avait dû replonger dedans pour payer l'hypothèque de sa maison. Et au moment de sa disparition, enfin en tout cas quelques jours après, une de ses amies a reçu un coup de fil d'un numéro inconnu, d'un homme qu'elle ne connaissait absolument pas, qui disait qu'il aurait vu Maureen dans un bordel du Queens et qu'il allait la rappeler pour plus d'informations, mais bien entendu, il ne l'a jamais rappelée. La deuxième, il s'agit de Melissa Barthelemy. Alors le soir où elle a disparu, elle a rencontré un client, elle a déposé 900 $ sur un compte en banque et elle a essayé en vain d'appeler un vieil ami. Et quelques jours après sa disparition, et ce pendant vraiment une période de 5 semaines, sa petite sœur qui était encore adolescente à ce moment-là a été harcelée par une série d'appels d'un homme qu'elle ne connaissait pas, mais dont les propos étaient très vulgaires, insultants. Il lui demandait par exemple si elle était une comme sa sœur, je cite, et ça arrivait à un point culminant où l'homme en question a dit que Melissa était morte et que à présent il allait la regarder pourrir. Donc déjà ça fait très froid dans le dos. La police a essayé de retracer ces appels,
Ça les a simplement conduits jusqu'au Madison Square Garden qui était au cœur de Manhattan, mais ils n'ont pas pu déterminer vraiment qui a fait ces appels-là. Et c'est vrai que même si c'était pas le tueur, même si c'était une sorte de plaisantin, même si c'est absolument, c'est tout sauf une blague, tout ça, bah c'est vrai que ça fait quand même vachement froid dans le dos et c'est encore plus traumatisant pour une jeune fille qui vient de perdre sa sœur et qui ne sait absolument pas où elle est. Concernant Shannon Gilbert, la femme justement qui a déclenché toutes ces découvertes absolument macabres, en fait on l'a retrouvée en décembre 2011 dans un marais à un 2000 miles de là où elle avait disparu et au départ on a pensé que c'était une mort accidentelle, qu'elle s'était noyée, qu'elle avait trop bu ou quelque chose comme ça, mais sa mère s'est battue bec et ongle pour qu'on puisse attribuer la mort de sa fille parmi la liste des victimes du LISC, donc du Long Island Serial Killer, en disant que sa mort n'était pas accidentelle, puisque la nuit de sa disparition, elle avait appelé le 911 et elle avait toqué aux portes des voisins en leur demandant de l'aide, donc c'est sûr que c'était plus un meurtre présumé qu'une mort accidentelle. Mais revenons à l'enquête. Donc, quelques mois après la découverte des premiers corps, donc en avril 2011, on va en découvrir 4 autres, vraiment tout près de là où les 4 premiers ont été trouvés. Et les recherches sont étendues et on a trouvé encore plus loin, le long de Gilgo Beach, d'autres restes humains, cette fois pas des corps entiers on va dire, mais c'était surtout des membres, donc des bras, mais notamment également des crânes ainsi que 2 dents humaines, ce qui porterait jusqu'à 10 le nombre de victimes pour l'instant qu'on a retrouvé depuis 2010. Ce qui est étrange en revanche, c'est que parmi les 4 nouveaux corps qu'on a retrouvés, il y a 2 femmes, mais également un homme et un bébé. Alors, concernant les restes humains, c'est vrai que beaucoup, on a pu les rattacher entre guillemets aux autres corps qu'on avait déjà trouvés sur la plage. Par exemple, Jessica Taylor, qui était également une escorte, on avait retrouvé en 2003 son torse à 70 km de Gilgo Beach et on a pu retrouver sur la plage des bras et des restes de crâne qui lui appartiendraient. Alors, concernant l'homme et le bébé, alors l'homme qu'on a surnommé John Doe, en fait John Doe c'est un petit peu le surnom qu'on va donner à toutes les victimes non identifiées. Donc c'est un peu l'équivalent en français de Monsieur X par exemple. Donc John Doe, il a été découvert non loin des premiers corps qu'on a retrouvés en décembre 2010, vous vous souvenez quand on cherchait Shannon, etc. etc. Et lui, il est mort par traumatisme contondant. Et en fait, c'est un homme d'origine asiatique et qui aurait peut-être été un prostitué de son vivant et qui portait peut-être des vêtements typés féminins, même si les vêtements n'ont pas de genre, et on pense que sa mort remonte entre 5 et 10 ans. Concernant l'enfant ou Baby Doe, c'était le squelette d'une fillette de 16 à 24 mois qui, selon l'ADN, était l'enfant d'une des victimes qu'on a retrouvées sur la plage. Et alors, elle n'a pas subi de traumatisme, peut-être qu'elle est morte étouffée, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle était enveloppée dans une couverture et elle avait encore des bijoux dorés, donc un collier et des boucles d'oreilles. Alors, si vous êtes habitué aux séries criminelles, vous avez sans doute compris pourquoi je me suis attardée autant sur l'homme et sur le bébé. C'est parce qu'en fait, ces 2 victimes-là diffèrent complètement du reste des victimes ou du profil des victimes du tueur de Craigslist ou du LISC, du Long Island Serial Killer. Parce qu'en fait, jusque-là, c'était des travailleuses du sexe. Et c'est vrai que traditionnellement, et de façon absolument horrible et super triste, c'est vrai que les travailleuses du sexe sont souvent les victimes numéro 1 des tueurs en série. Parce que bon... c'est des femmes déjà, mais également parce qu'elles sont marginales, qu'elles ont des professions un peu tabous, que si admettons elles font le trottoir, elles sont dehors, elles sont exposées, elles sont super vulnérables. Et en fait là, quand on a retrouvé l'homme et le bébé, on se dit soit c'est quelqu'un d'autre qui les a tués, ou alors on va essayer de trouver des raisons de rattacher tout ça avec le tueur de Long Island. Concernant John Doe, peut-être que si cet homme s'identifiait comme une femme, eh bien le tueur fou furieux l'a tué quand il a découvert qu'en fait ce n'était pas une femme biologique. Et pour le bébé, si ça se trouve, c'était une sorte de témoin gênant, de victime collatérale, quand le tueur a découvert que sa victime, donc l'une des escortes qu'on a retrouvées sur la plage, avait en réalité un bébé et qu'il a décidé de tuer tout le monde pour effacer toutes les traces. Petit à petit, avec l'aide du FBI, on va dresser un profil du tueur. Donc on estime que c'est un homme blanc entre la vingtaine et la quarantaine qui connaît très
très bien forcément la rive sud de Long Island, donc il doit être un habitué, voire même un riverain, qui a accès à des sacs en toile de jute, vu qu'on a retrouvé quand même certains corps dedans, et qui connaît quand même un petit peu l'application de la loi pour pouvoir pour avoir réussi en fait à être passé entre les mailles du filet. Et globalement, la police se penche soit pour un père de famille tranquille, voire même pour un policier. Alors forcément, il y a une liste longue comme mon bras de suspects. J'ai retenu que les plus intéressants, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres que vous trouvez tout aussi intéressants. C'est toujours super cool. Vous allez vous rendre compte que tous les suspects commencent par un J. C'est le genre de petite anecdote un peu inutile, mais qui m'a marqué quand j'ai fait mes recherches. Le premier, c'est Joseph Brower, l'homme avec qui Shannon était la nuit où elle a disparu. Alors, on n'a pas trop de preuves contre lui, forcément, vu que c'était l'homme avec qui Shannon était quand elle a disparu. Bon bah forcément c'est le suspect idéal. On a fouillé sa maison, on n'a pas trouvé grand chose, on n'a pas trop de mobile ou autre concernant la raison pour laquelle il aurait tué. En tout cas, il a bien insisté et il a voulu vraiment que tout le monde le sache qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec cette femme. Le deuxième, il s'agit de James Burke, qui était nul autre que le chef de la police du comté. En 2016, il a été condamné à 46 mois de prison avec libération conditionnelle, et surveillé d'ailleurs, parce qu'il aurait tabassé un homme qui aurait volé dans sa voiture un sac contenant des magazines pornographiques et des jouets sexuels. Et au-delà de ça, une escorte avait même dit, parce que forcément Monsieur Burke était assez friand de travailleuse du sexe, une escorte aurait dit qu'il aimait être violent en fait dans ses rapports, qu'elle l'avait vu à une soirée traîner une femme au sol par les cheveux. Et en plus de ça, c'est vrai que Burke, en tant que chef de la police, aurait même carrément un peu bloqué l'enquête du FBI. Donc là, très clairement, ça sent pas très bon pour lui, ça fait un petit peu le suspect idéal encore une fois. Le troisième, il s'agit de John Bitrolf. Alors après le policier, on va s'intéresser au père de famille. Alors lui, c'était un menuisier marié, bien sous tout rapport. Il vivait à 5 km de la plage, sauf que en 2014, il a été arrêté pour le meurtre de 2 travailleuses du sexe entre 93 et 94. Et il a du coup été condamné en 2017, où il a écopé de 25 ans de prison pour chaque meurtre. Donc très clairement on sait qu'il est capable de violence et il se peut qu'il ne se soit pas arrêté à 2 victimes. En plus de ça, si on sort un petit peu l'arbre généalogique, en plus de ça, la fille d'une des victimes de John était meilleure amie de Melissa Barthelemy, l'une des victimes qu'on a retrouvées le long de Gilgo Beach. Les coïncidences c'est cool, mais là ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et le quatrième, tout aussi intéressant, il s'agit de Joel Rifkin, qui lui est réellement un tueur en série. Voilà, c'est pas simplement de l'ordre du suspect. Lui, il a réellement été condamné à 203 années de prison pour le meurtre de 9 travailleuses du sexe entre 1989 et 1993. Et beaucoup pensent qu'en fait, les victimes qu'on a retrouvées sur la plage sont de son fait. Que les restes humains qui pourraient dater d'il y a encore plus longtemps, ceux qu'on a retrouvés un petit peu démembrés en 2011, pourrait être en réalité son œuvre. Et il y a 4 victimes de Joël qu'on n'a jamais retrouvées en fait en 1993. Donc il se peut qu'il les ait un petit peu balancées sur la plage et que ça fasse partie des nombreuses victimes qu'on a retrouvées le long de Gilgo Beach. Cependant, quand on l'a interrogé à ce sujet-là, il a tout nié en bloc. Il a dit qu'il n'était absolument pas responsable de tout ça. Est-ce vrai, est-ce faux? On sait très bien que les tueurs en série sont un petit peu imprévisibles. Soit ils se vantent, soit ils essayent de diminuer la vérité. Là, du coup, on ne sait pas trop dans quelle catégorie ils se placent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré ces profils très intéressants, beaucoup pensent que tous ces corps qu'on a retrouvés seraient l'œuvre non pas d'un, mais de 2 tueurs. Parce que, en effet, les victimes, notamment l'homme et le bébé, dénotent très clairement du reste des victimes comme étant travailleuses du sexe. Et le procureur qui était sur cette affaire a même dit qu'en fait, on n'avait aucune preuve concrète, tangible, qui nous indiquait qu'il n'y avait en réalité qu'un seul tueur. Donc en soi, il se peut qu'il y aurait eu 2 tueurs qui auraient utilisé la même plage pour se débarrasser de leur corps, mais d'un point de vue statistique et comportementaliste, c'est quand même très rare et la coïncidence serait en soi vachement remarquable.
Ceux qui soutiennent la théorie des 2 tueurs avancent également l'argument selon lequel les modes opératoires diffèrent. Parfois les victimes sont démembrées, parfois non. Alors là quand même, il serait possible que ce soit quand même sur un seul et même personnage, puisque il aurait pu changer de mode opératoire à travers le temps, il a pu évoluer, peut-être que les démembrés ne les satisfaisaient plus, on ne sait pas réellement. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'on pense que le tueur a arrêté, puisque depuis les découvertes des corps en 2011, on n'a pas retrouvé d'autres corps plus frais, plus nouveaux. Alors il se peut qu'il ait arrêté sa série, qu'il ait fait une pause. Si ça se trouve, quand il a vu que les policiers avaient découvert tous ces corps sur la plage, il a pris peur, il a décidé d'arrêter. Mais il faut quand même agir avec prudence là-dessus, puisqu'il se peut, et c'est pas anodin, c'est pas rare que certains tueurs fassent une pause avant de reprendre. Par exemple, BTK, le célèbre tueur en série, il s'est terré pendant des années avant de reprendre contact avec la police. Malheureusement, et comme je l'avais dit au début, très clairement, on n'a aucune idée de qui est ce tueur. Est-ce qu'il fait partie de la liste de suspects qu'on a énumérée? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, de complètement différent? On ne sait pas trop. Personne n'a été arrêté, personne n'a été condamné pour ces meurtres-là. On espère quand même qu'un jour, on puisse découvrir la vérité, qu'on puisse savoir l'identité du tueur, mais également l'identité de toutes ses victimes. Et concernant la pop culture, forcément que cette histoire, elle en a inspiré, puisque découvrir comme ça un petit peu au compte-gouttes, de façon très macabre, tous ces corps, forcément ça éveille un intérêt un peu morbide en chacun de nous. Et du coup il y a eu plusieurs films à ce sujet. Alors il y a eu Lost Girl qu'on peut retrouver sur Netflix, ainsi que The Long Island Serial Killer, A Mother Hunt for Justice, qui sont 2 films qui montrent le combat de Mary Gilbert, la mère de Shannon Gilbert, qui a tout fait pour qu'on puisse justement découvrir la vérité derrière ces meurtres absolument horribles. On a également The Long Island Serial Killer, qui est un film d'horreur qui est inspiré plus ou moins librement sur les faits de cette histoire. Et cette histoire a également fait partie d'un épisode de The Killing Season, une série américaine. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour vous, quel est le suspect idéal? Pour vous, qui est le tueur? Vraiment, ça se voit, c'est écrit sur son front. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir vraiment toutes les notifications, mais également à vous abonner sur les Instagram, soit personnel, soit celui spécial pour la page. Voilà, je suis très contente de vous revoir comme d'habitude et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!